Bonjour à tous. Nicolas et moi vous remercions pour votre présence. Notre webinaire ce soir, il s'inscrit dans le cadre du GT anticipé en univers incertain, comme souvent. Ce soir, nous allons aller au-delà de anticiper, car pour bien anticiper, il faut voir plus loin, se faire une idée des futurs possibles et chercher le meilleur chemin, c'est-à-dire le plus robuste, celui qui va le mieux résister quoi qu'il arrive. Donc ce n'est pas nouveau que les acteurs envisagent des futurs possibles, notamment par exemple en finance, on a des générateurs de scénarios, il s'agit de données chiffrées, mais dans tous les facteurs qui influent sur le monde ne sont pas nativement numériques. Et puis, c'est difficile d'imaginer des ruptures, des vraies disruptions. C'est d'ailleurs la faiblesse des modélisations. C'est bien que ce sont justement ces disruptions qui rendent les modèles inopérants dans ces situations inattendues. Le sujet de la prospective, il a déjà été abordé il y a plusieurs années à l'Institut des actuaires par Anani Olympio, qui l'utilise notamment dans ses recherches à la chaire Dialogue. Euh, mais comme nous sommes rentrés dans un monde qui est de plus en plus incertain, nous avons encore davantage besoin que par le passé de trouver un chemin résilient, si possible le plus résilient, celui qui va nous permettre de nous adapter dans le futur, quelle que soit la trajectoire. C'est pourquoi Nicolas a proposé à Antoine Maire, qu'il va vous présenter, de nous exposer les pratiques de la prospective, pratique qui nous devient indispensable pour la résilience de nos activités. Je passe donc la parole à Nicolas. La prospective aujourd'hui, c'est naviguer dans l'incertitude. Et l'objectif, c'est pas de dire, bon, bah, je vais fumer que la moquette, mais d'avoir des outils pratiques pour façonner le futur. Typiquement, vous avez une navette automatisée. Alors, c'est de moins en moins la science-fiction parce qu'aujourd'hui, il y en a qui roulent à Valence TGV et si vous y allez, vous verrez que c'est très fluide. Mais c'est en quoi les outils peuvent nourrir votre pratique, les scénarios. On avait d'ailleurs avec Laurence Barry présenté l'utilisation de l'IA. Mais sans plus attendre, je passe la parole à Antoine parce que c'est lui qui va nous dire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il n'y a pas de questions idiotes. Il n'y aura que des réponses idiotes de ma part. Mais en tout cas, celles d'Antoine seront très bien. Alors, dit Nicolas, je n'ai pas présenté, non pas le CV, mais les grandes lignes du CV d'Antoine. Tu veux pas le faire? Où on reprend la synthèse qui avait été donnée au moment de la... Alors, parce que quand même, c'est important, tout le monde a lu, mais on va quand même le dire. Donc, il est docteur en sciences politiques, je lis mon papier, cofondateur de Seldon Conseil. Il est passionné par les sciences, les technologies, les littératures de l'imaginaire. Et il est convaincu que la science et la technologie répondront aux défis de notre temps. Mais là, il va être très pratique quand même, hein. Il va nous donner des recettes. Donc, on lui passe tous les deux, Nicolas et moi, la parole. À toi, Antoine. Merci beaucoup, et puis merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux de venir vous parler de prospective, d'anticipation aujourd'hui. Euh, je vais essayer de partager mon écran, vous me dites si ça fonctionne. Hop, voilà. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de prospective et d'anticipation, mais on voulait aussi vous faire part, avant de commencer, d'un événement qui aura lieu le 14 octobre, puisqu'on a travaillé dans le cadre d'un groupe de travail avec Nicolas sur la prospective appliquée. Donc, on va publier un guide pratique aussi qui vous permettra de découvrir un peu l'ensemble de ces éléments le 14 octobre. Donc, on vous a mis l'invitation, mais on pourra revenir dessus dans un deuxième temps.
en plus des slides et de la vidéo que vous disposerez comme d'habitude sur notre site. Et je vous invite, parce que j'ai oublié de le faire, à poser vos questions, hein. Comme l'a dit Nicolas, posez bien vos questions dans le chat. Là, pour le moment, j'en vois pas, mais c'est normal. Antoine n'a encore presque rien dit. Voilà. Hop, merci. Oui, donc l'idée aujourd'hui, quand j'ai réfléchi à la manière de vous parler de prospective et d'anticipation, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant d'aborder finalement trois angles d'approche dans la manière dont on pouvait traiter de ces sujets. Et ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on fasse une pause à la fin de ces trois grands sujets pour qu'on puisse échanger directement sur les thèmes qui auront été abordés. Le premier sujet qui me semble important d'aborder, c'est le concept d'anticipation et d'essayer de vous montrer la manière dont les choses ont évolué et la manière dont on appréhende finalement concrètement cette problématique de l'anticipation. Dans un deuxième temps, ce que je voudrais vous partager, c'est en quoi la prospective, en tant que méthodologie, en tant que démarche aussi de réflexion, constitue un outil qui va être précieux pour essayer de faire face à cette incertitude, pour essayer de travailler dans un environnement qui va être particulièrement complexe et d'identifier comme ça des outils, des repères en fait qui vont vous permettre de gagner en clarté, de lutter contre certains biais et puis d'essayer d'éclairer un petit peu cet avenir qui reste particulièrement incertain. Et puis dans un troisième temps, je voudrais vous présenter vraiment des choses très concrètes en fait, c'est-à-dire des exemples d'outils qu'on peut utiliser pour pratiquer la prospective, vous présenter aussi des résultats finalement assez concrets sur ce que ça peut donner et sur la manière aussi dont vous pouvez vous en saisir peut-être dans votre activité quotidienne. Alors sur le premier point, sur la question de l'anticipation, donc comme Florence l'a rappelé dans la présentation, moi à l'origine je suis docteur en sciences politiques et j'ai créé celle de mon conseil avec une idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut travailler scientifiquement tous les sujets finalement qu'on va être amené à aborder, en particulier celui de la prospective. Et on a travaillé sur la question de la prospective comme, on va dire, comme un outil, comme une manière aussi d'articuler finalement toutes les méthodologies, tous les savoirs qu'on avait pu accumuler dans les sciences sociales et pour essayer d'avoir un outil qui permette de travailler sur ces résultats. Alors le premier élément, et vous avez déjà sans doute entendu parler, euh, c'est que on a le sentiment, bon, c'est un sentiment qui peut parfois être débattu, mais que le monde est de plus en plus incertain, qu'il est de plus en plus complexe, qu'on a de plus en plus de difficultés à s'y retrouver. Et il y a des acronymes qui ont vu le jour pour essayer de rendre compte de cette incertitude. Il y en a deux qui se sont très largement développés. Le premier, c'est l'acronyme VUCA, qui renvoie à un monde volatile, incertain, complexe et ambigu, qui est plutôt un concept qui a été utilisé dans un contexte de post-guerre froide. Oui, Antoine, Nicolas? ouais, il Oui. y a des échos, c'est très compliqué à suivre, dit quelqu'un. Je propose de... Ah, mince. Non, non, il n'y a pas du tout d'écho. Il n'y a pas d'écho? Non, non, on Bon, entend très je bien, on continue. entend très bien. Je n'ai pas Ok, d'écho non plus, pas d'écho. ok, bon, on va continuer comme ça, et puis j'espère que ça me caler les soucis, c'est une question de micro, enfin de haut-parleur. Oui, donc ce que je disais, c'est que dans la manière en fait de penser finalement l'incertitude dans laquelle on opère, il y a deux concepts qui ont été très largement mis en évidence. Le premier, c'est du concept de VUCA, donc qui renvoie à un monde qui est volatile, incertain, complexe et ambigu. Et le deuxième, qui est plus récent, qui est le concept de BANI, qui renvoie à l'idée que le monde est fragile, anxieux, qu'on fait face à des ruptures qui vont être non linéaires, et voire même qu'on a du mal à donner du sens à tous les événements dans lesquels on vit. Pour vous donner une petite idée un petit peu sur l'évolution de ces concepts, le premier concept de VUCA, il a vu le jour dans le monde post-guerre froide. Il visait à rendre compte finalement d'un environnement international qui était beaucoup moins lisible que celui de la guerre froide, où on avait une opposition entre deux blocs qui était
relativement simple à lire, et on rentrait dans un monde plus complexe avec des interactions d'acteurs qui étaient sans doute moins claires et moins compréhensibles. Le deuxième contexte, il s'est développé à partir de la fin des années 2010 et au début des années 2020. Il visait plutôt à mettre l'accent non plus sur on va dire, la complexité et la volatilité du monde, mais bien plutôt sur la notion de fragilité. Et il visait à rendre compte finalement de l'ensemble des impacts liés au changement climatique et à la manière dont ceux-ci vont impacter nos modes de vie, nos différents travails, etc. Je rebondis, Alors, excuse-moi, je oui, rebondis vas-y. par empêcher. Typiquement, aujourd'hui, vous avez dans le dossier Sciences humaines qui vient de paraître les mutations, où va la France, les mutations d'une société. Et je vous invite à lire, il y a 2 pages, 3 pages de Danilo Martuccelli qui vient de sortir Quête de sens, un pays sans boussole. Et ça rejoint complètement ce que tu dis, c'est que finalement, maintenant, on est complètement paumé, caricature. Mm. Et on n'a plus de visibilité. Ça rejoint complètement ce que tu disais au début dans le nouvel acronyme. Ouais. Et c'est un point intéressant parce que on est, je dirais que on est paumé finalement dans cette évolution du monde, d'une part parce qu'il y a de plus en plus de complexité, mais d'autre part parce que les outils qu'on utilisait auparavant pour essayer de s'orienter dans l'incertitude ont eu tendance à être remis en question. On peut penser à toutes les problématiques de planification au niveau de l'État et dans les entreprises à toute la problématique de la prospective. Et ça me semblait important de revenir aussi sur l'historique de ces démarches, parce qu'on a été confronté finalement à une forme de déclin des démarches de prospective. Si vous plongez dans les années 60, on est encore dans une forme d'âge d'or de la prospective en France, où ces démarches sont très largement utilisées tant au sein de la sphère publique qu'au sein des entreprises privées. Et il y a vraiment cette idée que la prospective est une forme de nouvelle méthodologie qui va nous permettre d'éclairer l'avenir, d'éclairer les stratégies, d'éclairer finalement le processus de décision dans une logique de transformation et d'enclenchement d'un progrès qui serait partagé. Il y a, c'est assez contre-intuitif, mais ce qui est important de prendre en compte, c'est qu'à partir de la fin des années 80 ou des débuts des années 80 et du début des années 90, ces démarches de prospective qui étaient très largement utilisées et très largement généralisées dans les organisations ont eu tendance à être remise en cause. Il y a plusieurs éléments qui expliquent cette remise en question. Donc, un des arguments qui revient souvent, c'est on va dire la montée en puissance du néolibéralisme et le triomphe du marché en quelque sorte qui amène les acteurs à vouloir renoncer à toute forme de planification et de préparation de l'avenir, on va dire, pour s'en remettre aux logiques de marché. Mais il y a aussi des critiques qui portent plus sur les démarches et qu'il est important de garder en tête en fait quand on aborde les sujets de prospective et quand on essaie en fait d'appliquer ces démarches. Je vous ai listé quatre grandes critiques qui ont émergé et qui expliquent le déclin de ce type de pratique. La première, finalement, c'est euh, l'illusion, finalement, que les démarches de prospective allaient permettre de prédire l'avenir. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte les apories de la futurologie. Il y a eu tout un processus, finalement, euh, scientifique qui s'est traduit par l'idée qu'avec la prospective, on allait être progressivement en mesure d'avoir une forme de science sociale dure qui allait permettre de prédire l'avenir, ce qui s'est rapidement avéré une illusion dans la mesure où on reviendra sur cette idée-là, mais euh, il n'y a pas à prédire l'avenir. Il y a quelque part plutôt une manière de s'y préparer et d'essayer de peser sur la manière dont le futur va pouvoir advenir plutôt que d'essayer de le prédire. Mais il y a en tout cas eu cette forme de dérive dans les approches de prospective, c'est-à-dire une volonté en fait de faire de la futurologie et donc d'essayer de prédire les choses qui allaient advenir. Ça s'est traduit par une deuxième critique, c'est que pour arriver à cette ambition de prévision et cette forme d'illusion de scientificité dans notre capacité finalement à prédire l'avenir, il y a eu une forme de complexification des méthodologies. Et donc, quand vous regardez en fait les démarches qui sont mises en place dans les organisations ou au sein de l'État à la fin des années 80, vous arrivez sur des processus qui sont extrêmement lourds et extrêmement chronophages, et donc extrêmement coûteux d'un point de vue budgétaire, qui compliquent quand même leur déploiement concret. Et cette complexification arrive à une troisième critique, c'est qu'on arrive sur des démarches qui vont être difficilement opérables.
sur lesquels on va avoir une difficulté à en tirer des enseignements pour le processus de prise de décision, à embarquer les décideurs en fait dans ce type de démarche. Et donc, la quatrième conséquence, ça va être des résultats et des impacts en fait qui vont être assez limités par rapport à l'effort demandé pour conduire ces démarches. Donc, vous allez avoir comme ça en fait une forme de contraction en fait de l'effort de prospective au sein de l'État et au sein de ces organisations qui a trait à la fois, on va dire, une évolution de l'environnement et du contexte général, mais aussi à des dérives méthodologiques qui ont porté atteinte finalement à l'intérêt de ces démarches. Alors, ouais, Antoine, je oui, rebondis parce que ces jours-ci, il y avait un article, tu parlais du Ghost Plan, tu parlais aussi de hum, tous les travaux hum, qui ont été faits pour construire les systèmes en disant, bah, si je hum, modélise le monde, voilà ce qui va se passer. Je vous ai mis le lien d'un article hum, récent dans le chat. Je vais vous le mettre, pardon, c'était pas le bon. hum, Euh, et quelque part, il y avait aussi cette logique, d'une part, de croire, contrairement à la météo, que j'arrive à modéliser tout hum, le monde. Typiquement, ils n'avaient pas anticipé, c'est pas une hum, critique, qu'il y aurait une croissance du GDP. En revanche, l'écologie, ça, et la crise hum, climatique, ils l'avaient anticipé. Et de l'autre côté, hum, c'est aussi la friction et la réaction du système pour dire, je ne veux pas de ça, et avec presque une réaction chimique pour dire, OK, hum, tu m'imposes cette vision du monde, ou tu crois que c'est ça, hum, je vais hum, réagir à contre. Donc, c'est ouais. aussi, je pense, et c'est là ce que je trouve intéressant dans ta formation politique, de ne pas prendre uniquement de dire c'est des stats et je tire le trait, mais on prend en compte que ça va impliquer, y compris dans le travail et dans les échanges de transformation, des humains qui vont bien sûr certains adhérer et puis d'autres résister ou même les mêmes en fonction des sujets. Et c'est un sujet clé, ça, parce que si on faisait un test, je pense, dans l'auditoire, euh, bon, alors, je ne sais pas combien on est aujourd'hui, mais je pense qu'il y aurait autant de visions de l'avenir, en fait, que de personnes qui sont présentes dans le cadre de ce webinaire. Et donc, quelque part, ça montre bien que finalement, il n'y a pas un futur qui est donné, mais il y a une multitude, en fait, de futurs possibles qui ont tendance à coexister. Et la démarche de prospective, normalement, n'est pas censée anticiper ce qui vient, mais nous aider à essayer de peser pour l'émergence d'un futur qui nous soit peut-être plus désirable qu'un autre. Mais on reviendra aussi sur cet aspect-là parce que ça, c'est vraiment enfin, pour nous un concept fondamental dans la manière dont on appréhende les questions de prospective. Alors, La, comment est-ce qu'on a essayé la de... Ouais. prédiction a été capturée par le machine learning. Il y a eu les années dont tu parles, c'est à partir de là que ça a commencé. Et ça s'est développé plutôt dans les années 2010 et 15. Mais Ouais. là, par contre, il y avait cette messe, enfin cette religion de la prédiction, euh, et, euh, et on peut dire qu'on en est un Ouais. petit peu revenu aussi, hein. Mais je crois que les algorithmes ont volé la vedette en ce qui concerne la volonté, l'illusion de prédiction. Oui, complètement. On retrouve ces débats-là d'ailleurs. Et c'est vraiment intéressant dans le cadre nous, on suit pas mal tous les développements autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre des démarches de prospection. Et on voit une tendance, en fait, chez certains acteurs à renouer avec ce vieux rêve, finalement, d'avoir enfin, grâce à ces nouveaux outils, ces nouveaux algorithmes, une capacité de calcul qui nous permettent d'anticiper ce qui vient. Mais bon, on en revient finalement au débat initial. Alors nous, la manière peut-être dont on s'est dit comment est-ce qu'on peut travailler finalement d'une manière qui soit scientifique et qui soit concrète en fait sur cette question de l'anticipation et de la préparation de l'avenir. Donc on est parti en fait d'une idée euh, finalement assez simple, c'est que le futur ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est les actions qu'on mène aujourd'hui et les représentations qu'on va avoir de l'avenir. Donc on a décidé finalement de changer un peu de paradigme et de se dire c'est assez contre-intuitif, vous allez voir, mais c'est pas tant les actions qu'on mène aujourd'hui qui vont influencer le futur qui va émerger demain, et c'est plutôt les images de l'avenir qu'on a aujourd'hui qui vont influencer les actions qu'on va déployer aujourd'hui et qui donc vont contribuer à construire ce futur qui vient. Donc la manière en fait dont on travaille sur les sujets de prospective, on essaie de travailler sur des sujets tangibles, sur des sujets sur lesquels on peut vraiment avoir
une prise aujourd'hui. Et on s'appuie notamment sur une approche qui a été développée au sein de l'UNESCO par Miller, qu'on appelle la littératie des futurs, qui consiste quand on travaille sur les questions d'anticipation, à travailler en fait sur toutes les hypothèses d'anticipation que vous utilisez au quotidien. Et c'est-à-dire non pas essayer de travailler sur un euh, futur plausible, on va dire, mais essayer de travailler sur toutes les manières en fait dont vous vous projetez dans l'avenir aujourd'hui. Et d'essayer d'aller comme ça identifier ce qu'on appelle ces systèmes anticipatoires et pour essayer de les faire évoluer, à essayer on va dire de les faire évoluer. Et c'est une approche qui nous semble assez intéressante parce qu'en fait, elle renvoie à l'idée que l'anticipation et la prospective en tant qu'outil pour servir ces mécanismes d'anticipation, c'est avant tout une compétence en réalité. L'UNESCO considère que c'est une compétence qui va être aussi essentielle que la capacité à lire, à écrire. C'est vraiment une capacité qui donne du pouvoir d'agir, comme on le dit un petit peu en sciences sociales. La capacité à anticiper va vous permettre d'avoir une forme de liberté, en fait, de retrouver de la liberté dans vos systèmes d'anticipation et donc de retrouver de la capacité d'agir. Et donc de sortir en fait de schémas mentaux ou de cadres de pensée en fait qui peuvent être prédéterminés et qui peuvent déterminer votre comportement pour aller chercher des modèles alternatifs et explorer en fait des pistes alternatives. Et l'exemple du véhicule autonome que mentionnait Nicolas en début d'intervention est assez révélateur de ce type d'approche parce que si vous vous replongez dans la fin des années 2010, quand on vous parlait de véhicules autonomes, on vous parlait d'un robot taxi à la Elon Musk, à la Waymo, etc. Et donc, il y avait comme ça ces systèmes d'anticipation qui nous avaient été imposés par des acteurs américains. Et la navette que vous voyez derrière Nicolas, c'est plutôt du transport collectif. Donc, vous voyez qu'il y a eu déjà un changement de système anticipatoire qui peut avoir aussi des conséquences dans le réel, qui nous permettent en fait de nous réapproprier nos choix et donc de retrouver de la capacité d'agir. L'autre élément en fait qui nous semble intéressant dans les démarches de prospective, c'est de s'en servir comme, on va dire, un mécanisme structuré d'exploration de la complexité. Ça, c'est un des thèmes qui revient très fortement dans les débats qu'on peut avoir justement sur l'évolution de notre monde, c'est qu'on est de plus en plus confronté à des décisions, on va dire des systèmes de prise de décision dans des contextes d'incertitude. On peut parler évidemment de la crise sanitaire liée à la Covid-19, on peut parler du changement climatique, on peut parler de toutes les crises géopolitiques, et on a l'impression que on va dire que ces situations de décision dans des contextes de forte incertitude ont tendance à se multiplier. Et l'autre élément qui nous semble aussi important, c'est que ces décisions, elles se prennent aussi dans des environnements qui vont être particulièrement complexes. Il y a un élément sur lequel on aime insister, c'est ce qu'on appelle les problèmes pernicieux. C'est peut-être des débats que vous pouvez avoir dans vos familles le dimanche autour du poulet dominical, mais souvent on a tendance à se poser la question, ou dans les discussions qu'on peut avoir, mais je comprends pas, on a été capable d'envoyer un homme sur la Lune, on est capable de mettre des satellites en orbite, et on n'est toujours pas capable de résoudre la question de la pauvreté à Paris ou de la question de la pauvreté dans les grandes villes. Et finalement, en fait, cette opposition, elle est assez marquante parce qu'elle renvoie à la nature des problèmes traités. Parce que envoyer un homme sur la Lune, c'est un problème technique qui a une solution définitive. Résoudre le problème de la pauvreté, on est sur une catégorie de problèmes qui s'appelle un problème pernicieux, et où en fait la résolution de ce problème va impacter tout un tas d'autres problèmes. Vous allez avoir une multitude de parties prenantes aux intérêts divergents et vous n'allez pas avoir une réponse qui va être juste ou fausse finalement. Vous allez nécessairement faire des compromis. Et donc la prospective, et l'anticipation, outre une capacité, on va dire, à retrouver du pouvoir d'agir, ça va être aussi une grille de lecture pour nous aider à traiter de ces situations complexes, à essayer d'avoir comme ça un mécanisme de réflexion qui va être structuré pour essayer d'éclairer la complexité et de ne pas se retrouver en fait écrasé par des situations qui nous semblent comme ça a priori difficilement intelligibles ou voire même hors de portée finalement quand on voit l'étendue des problèmes. Donc ce qu'il faut que vous reteniez peut-être sur ce premier temps, c'est que euh,
on va dire, la question de l'anticipation, c'est fondamentalement une manière de se réapproprier du pouvoir d'agir. C'est fondamentalement quelque part une démarche politique dans laquelle on va essayer d'explorer la complexité pour essayer de retrouver des libertés d'action. Et on n'est pas du tout dans une logique on va dire, d'anticiper ce qui vient. Enfin, dans une certaine manière, vous le verrez par la suite, mais on est vraiment dans une idée d'essayer de travailler finalement sur comment est-ce qu'on peut faire advenir un futur qui va être plus désirable qu'un autre, comment est-ce qu'on peut comprendre finalement la complexité des situations et donc retrouver des pistes d'action en fait dans cette complexité. Voilà, je ne sais pas s'il y a déjà Non, des questions là, dans tu le peux y chat aller. sur cette. Continue, oui, oui. Ok, Vas-y. d'accord. Donc ça, c'était un petit peu le cadrage théorique. Vous voyez, on a parlé d'anticipation, de la manière de se projeter, des concepts fondamentaux. Maintenant, l'idée, ça va être de travailler sur l'outil finalement qui permet cette anticipation, qui est la méthodologie de prospective. Alors peut-être il y a quatre éléments finalement qui nous semblent essentiels quand on aborde une démarche de prospective et qui permettent finalement de pas trop se tromper dans la manière dont on appréhende les choses. Le premier élément fondamental, ça va être un peu redondant avec ce que j'ai dit au départ, mais c'est l'idée de se dire que le futur n'existe pas. Vous avez toute une multiplicité de futurs qui ont tendance à coexister et que la prospective est une manière finalement d'aller explorer ces futurs multiples. Là, je vous ai mis en illustration un graphe qui est assez connu dans le domaine des études du futur, ce qu'on appelle en fait le cône des futurs, et qui montre bien que plus on s'éloigne en fait de l'horizon présent, plus on a tendance à se projeter dans l'avenir, et plus l'éventail des possibles est grand. Et donc, ce qui est intéressant finalement dans ce graphe, c'est que nous, la tendance naturelle en fait qu'on va avoir, c'est d'extrapoler finalement sur la situation présente et de prolonger les dynamiques. Et donc, on va plutôt avoir à penser l'avenir normalement dans un futur projeté finalement, où vous prenez la situation actuelle, vous projetez les grandes dynamiques et vous avez tendance à anticiper finalement une évolution limitée du temps présent. Mais le graphe vous montre au contraire finalement toute la diversité des futurs qui sont envisageables, qui vont du plausible au possible, au probable, voire même à l'impossible quand on commence à faire rentrer finalement des choses qui nous semblent à l'heure actuelle totalement impossibles, mais qui peuvent advenir. Ce qui nous semble vraiment intéressant dans ce graphe, c'est de se focaliser plutôt sur le cercle jaune que vous voyez ici, qui est le futur préférable. Parce que finalement, l'intérêt de la démarche de prospective, ça va être de montrer que le futur probable n'est pas certain et qu'on peut peut-être orienter nos actions pour aller plutôt vers un futur préférable, c'est-à-dire essayer de faire pencher finalement plutôt l'évolution de nos sociétés ou de nos entreprises vers un futur qui ne serait pas nécessairement un futur projeté et imposé, mais vers un futur qui va être plus désirable et sur lequel on va retrouver de la capacité d'agir. Antoine, L'autre, oui, oui. je rebondis parce que typiquement, il y a des scénarios de stress test climatique, de taux, et Hum, autres. On est plutôt le scénario catastrophe euh, hum, culturellement. oui, Que de dire bah, comment je fais pour positiver, mais on est en gestion des risques aussi, hein, donc c'est tout à fait. important. Et je rebondis Hum, aussi sur le côté de consensus, parce que typiquement, sur le raté des retraites, il y avait à une époque Matignon qui était furieux contre le Conseil d'orientation des retraites. hum, hum, En définissant plusieurs scénarios, il avait osé, hum, hum. avait empêché tout consensus. Donc il y a Oui. aussi une question de changement en disant, OK, on n'est peut-être pas d'accord sur les manières de faire. En revanche, déjà, est-ce qu'on pourrait être d'accord ou pas sur les scénarios possibles? Donc au-delà de Exactement. toi, enfin, ce qui est intéressant dans tes marches, c'est de dire il y a plusieurs scénarios. Et après, l'étape d'après, mais sans compter le côté Mm, positif, comment je mm. travaille avec mes parties prenantes pour déjà qu'on soit peut-être d'accord sur des schémas possibles, quoi. Ou Et à ça, c'est un l'inverse, aspect. Ouais, vas-y. Et est-ce qu'il n'y a pas une dimension d'aversion au risque qui fait que la hiérarchie des possibles n'est pas la même pour tous les partenaires? Enfin, Mm, mm. et- Ouais.
Ah, mais vous mettez le doigt sur quelque chose qui est très juste finalement et qui renvoie au troisième point de la slide en fait, c'est que fondamentalement, nous on a tendance à penser qu'une démarche de prospective, c'est pas, ça n'a pas à être conduite en chambre. C'est forcément une démarche qui va être collaborative parce qu'il y a un processus en fait on va dire, d'alignement des parties prenantes, d'échange aussi autour de nos anticipations. Et l'exemple que vous mentionniez les deux, on a tous une appréhension du risque qui va être un peu différente. Je vous montrerai après un exemple sur, on fait parfois des radars en fait d'anticipation pour justement anticiper les risques pour des stratégies d'entreprise ou des décisions publiques. Et ce qui est intéressant, c'est finalement c'est pas tant en fait le résultat final que le processus de discussion que vous engagez avec l'ensemble des parties prenantes pour arriver à cette forme de consensus finalement. Parce que très rapidement, on se rend compte que quelque chose qui nous semble assez naturel, en fait, on va tous avoir des avis qui vont être assez radicalement différents, voire complètement divergents. Et l'intérêt de la démarche de prospective, c'est aussi, faut aussi le voir comme une démarche qui est vraiment collaborative, qui va permettre en fait, qui va être un processus progressif d'alignement aussi des perceptions des parties prenantes. C'est pour ça que ça peut être aussi utilisé dans des organisations, par exemple, au moment de la réalisation de plans stratégiques, de la définition un petit peu de raison d'être ou ce genre de choses, où les entreprises parfois utilisent ces démarches-là pour essayer de faire converger en fait les visions de l'ensemble de leurs collaborateurs sur un horizon qui est plus ou moins partagé. Parce que finalement, on se rend assez rapidement compte que c'est pas nécessairement le cas. Donc c'est vraiment un des éléments clés de la démarche, c'est que euh, l'idée d'avoir en fait une démarche un peu scientifique qu'on puisse conduire en chambre et arriver avec des résultats qui soient objectifs, c'est très largement pour nous une illusion. Et par contre, là où il y a un intérêt, c'est justement dans l'échange avec les parties prenantes et dans la capacité finalement à progressivement aligner en fait les visions de chacun, les anticipations de chacun autour d'un sujet donné en les faisant progressivement évoluer, quoi. Alors, ce qui nous semble aussi important quand on conduit une démarche de prospective, c'est d'essayer de ne pas dissocier euh, finalement tout ce qui démarre, tout ce qui relève de la démarche de prospective et donc de l'étude, de l'analyse, de l'anticipation, avec la problématique de la décision. Il y a un élément qui nous semble intéressant en fait quand on appréhende ces démarches, c'est l'idée de se dire que il n'y a pas une démarche de prospective type. Chaque démarche de prospective doit être construite en fonction de l'objectif qui va être recherché. Et on reviendra par la suite sur les objectifs. Donc, ce que je vous présente là, c'est ce qu'on appelle, nous, c'est la démarche qu'on utilise en fait dans toutes les démarches de prospective et qui est inspirée du cycle du renseignement, qui est une démarche en fait qui est utilisée dans les agences de renseignement de par le monde pour essayer de penser la manière dont on peut collecter de l'information et s'assurer que l'information qu'on a pu collecter va avoir le bon impact au niveau du processus de prise de décision. Et donc, ce cycle finalement du renseignement, il nous semble intéressant dans les démarches de prospective parce qu'il permet de résorber ce clivage traditionnel qu'il y a normalement entre, vous avez souvent des équipes qui font de l'anticipation et des équipes après qui font la décision. Et donc l'idée, c'est vraiment de dépasser finalement ce clivage en ayant cette approche en cycle. Donc finalement, quand on conduit une démarche de prospective, nous, on recommande de suivre cinq grandes étapes. Une première étape qui est clé, qu'on a tendance à oublier quand on fait de la prospective, qui est la phase d'orientation et de cadrage. Ça renvoie un petit peu à l'idée que je mentionnais précédemment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une démarche de prospective qui va être réplicable pour toutes les organisations. Chaque démarche doit être adaptée, que ce soit au niveau des gens que vous allez mobiliser, des outils que vous allez mobiliser, des données que vous allez collecter, etc. Tout dépend finalement de l'objectif que vous recherchez et de l'impact que vous souhaitez produire avec votre démarche de prospective. Donc ce temps d'orientation, il est vraiment clé parce qu'il va vous permettre de définir ensuite les étapes qui vont pouvoir être mises en place dans le cadre d'un travail de prospective. Une fois que vous avez fait ce temps d'orientation, que vous avez constitué vos équipes, que vous avez choisi vos méthodologies, la deuxième étape, c'est la collecte de la donnée.
Alors ça, c'est un élément aussi clé qui nous parle. Donc, chercheur en sciences sociales, ça y accorde une importance toute particulière. Mais les données que vous allez pouvoir collecter vont pas être les mêmes en fonction de l'objectif que vous allez rechercher. Si vous allez être plutôt dans une logique un petit peu euh, de ce qu'on appelle de la prospective créative, vous allez plutôt chercher des données qui vont être proches des littératures de l'imaginaire, des auteurs de science-fiction, etc., pour essayer d'ouvrir en quelque sorte vos chakras et d'élargir finalement vos prémices d'anticipation. Si vous êtes plutôt dans une démarche de prospective stratégique, vous allez plutôt essayer de saisir les tendances des marchés, les stratégies des autres acteurs, euh, des données qui vont être beaucoup plus utiles. Si vous êtes plutôt dans une logique d'anticipation des risques, ça va être plutôt une logique de veille, d'entretien avec les experts sur l'évaluation de l'impact de tel ou tel événement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est pareil, c'est en fonction de l'objectif, les données que vous mobilisez ne sont pas les mêmes. Donc, premier temps, orientation, deuxième temps, collecte, troisième temps, traitement de la donnée. Parce qu'une fois que vous avez cette donnée, ça en fait pas encore tout à fait une donnée utilisable en prospective. Il va falloir que vous analysiez finalement et que vous traitiez cette donnée pour la transformer en une donnée prospective. Globalement, ce qu'il faut identifier quand on fait des exercices de prospective, c'est en mesure d'identifier les grandes tendances, d'identifier les signaux faibles qui peuvent marquer une tendance émergente, d'identifier des possibles, ce qu'on appelle des wildcards, c'est-à-dire des événements un peu soudains qui peuvent venir rebattre les cartes. Essayez comme ça d'avoir un traitement de votre information à l'aune d'une grille de lecture prospective. Donc ça, c'est la troisième étape, le traitement. La quatrième étape, ça va être d'analyser finalement comment ces données de prospective vont venir impacter la stratégie de votre organisation ou l'objectif que vous êtes fixé au début de cette démarche de prospective. Autrement dit, essayer d'identifier les impacts, les implications, tout ce que ça peut avoir comme traduction opérationnelle en fait dans votre organisation. Il y a un dernier temps qui est souvent oublié, parce que souvent on se retrouve avec le rapport de prospective, on est content et puis on se dit qu'on a fait un travail qui est intéressant, ce qui est le cas. Mais le dernier élément qui nous semble clé, c'est de penser en fait la stratégie de diffusion de vos résultats et d'essayer d'avoir en fait comme ça une logique d'influence au sein de votre organisation ou au sein de votre écosystème de parties prenantes. Parce que si cette approche n'est pas pensée, vous risquez d'avoir un rapport qui va rester sur étagère et qui aura été certes intéressant pour les personnes qui ont participé à cette démarche, mais dont l'effet sera limité. Et donc c'est vraiment un élément important de penser en fait cette logique de diffusion un petit peu comme une logique d'influence interne, de faire des cartographies aussi de parties prenantes internes où vous vous dites là il y a peut-être un travail à mener avec eux pour faire évoluer un petit peu leur perception de l'avenir, etc. Donc c'est un élément qui nous semble important. Antoine, Oui. alors tu vas peut-être en parler plus tard, mais est-ce que tu as un exemple, peut-être d'un côté alors, une réussite, et peut-être c'est peut-être plus dur à dire, mais de quelque chose qui a planté parce que justement le Ouais. rapport sur une étagère. Ouais. Bah ça, on a plein d'exemples en tête, hein, mais je vais commencer par la réussite, parce que je vais vous en reparler par la suite. On a mené un travail avec le ministère des Affaires étrangères pour essayer de les amener à réfléchir euh, à la manière dont certains événements qui se passaient sur un pays partenaire pouvaient venir impacter en fait la stratégie française qui était déployée à l'égard de cet État. D'essayer comme ça d'avoir une grille de lecture qui permette de voir si la stratégie était alignée ou pas avec les orientations du pays en question. Et donc ils se sont assez rapidement rendus compte qu'il y avait plein d'éléments en fait qui étaient assez antagonistes parce que la stratégie avait été élaborée sur des prémices d'anticipation qui ne tenaient pas compte finalement de tout un tas de dynamiques internes parce qu'on n'avait pas eu le temps, parce qu'on n'avait pas considérer cet élément-là comme pertinent. Et donc, il y a eu tout un travail comme ça qui est en train d'être mené, d'essayer de redéfinir finalement les orientations stratégiques à l'aune en fait des enseignements de ce travail. Et donc là, c'est intéressant parce que il y a vraiment en fait un lien assez fort entre l'analyse de prospective qui est réalisée et puis le travail de définition de la stratégie. Il y a d'autres travaux qu'on a menés sur des sujets un peu plus techniques. Par exemple, je pensais à la question de l'assurance face au sujet de la rénovation énergétique, enfin plein de choses comme ça, où finalement on est arrivé sur
on a fait la démarche de prospective et la capacité finalement à embrayer derrière sur des actions pratiques ou à les traduire dans un plan d'action s'est arrêté assez net parce que la logique de diffusion n'avait pas forcément été bien pensée en départ, parce que la structure de l'organisation n'avait pas bien été saisie finalement quand on avait lancé la démarche. Donc c'est deux exemples un peu Et différents, mais qui montrent que... non. ça me fait penser à une chose qui peut-être pas dans au bon moment de ton exposé, mais Hum, comment on intègre les outils? On a déjà des outils, nous. Euh, oui, je pense à la cartographie des risques, je pense à oui, des paramètres qu'on peut avoir. hum, Comment on l'intègre au niveau de collecter? En pratique, on hum, articule nos outils actuels qui sont des outils hum, pour préparer l'action, pour aider l'action hum, hum, et l'outil de prospective. hum. Ah, nous, on l'intègre réellement dans la phase de... C'est à mi-chemin entre la phase de collecte et de traitement. Parce que ça D'accord. suppose déjà d'identifier en fait toutes les données internes qui sont pertinentes, et puis Mhm. ensuite de coller en fait sur ces données une grille de lecture prospective qui permettent de leur donner du sens finalement dans le cadre de l'exercice de prospective qui est conduite. Et Donc c'est vraiment le... Ouais, il y a un point, il y a l'horizon de temps qui est important. Tu n'en as pas beaucoup oui, tout parlé à fait. là. Euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi ça sur Mais lequel il ouais, faut être d'accord? Parce que par exemple, si, clairement. Et dans les cartographies des risques, il y a pas toujours cette dimension temps. Euh, hum, tout ça est quand même assez complexe, mais hum, la prospective, on l'a fait avec un horizon de temps? hum, oui. Oui, ah Et oui. oui, non, mais c'est un sujet clé. En fait, nous, on le met dans la phase d'orientation parce que l'exercice de prospective, il peut être conduit à un horizon très court, 4-5 ans, tout comme à un horizon beaucoup plus large, le monde en 2050 ou en 2100. euh, et tout dépend finalement de l'objectif qu'on va rechercher. Quand on Et, va être plutôt sur des démarches de... Ouais, et excuse-moi, je vas-y, rebondis parce Nicolas, que je te... typiquement, Ouais, aussi l'évolution au fil du temps. Parce qu'aujourd'hui, hum, et il y a 10 ans ou dans 10 ans, la prospective sur hum, le déploiement des véhicules automatisés, que ce soit des navettes partagées, hum, des robots, etc., ou de la logistique, c'est pas évident. Et en plus, enfin, il y a une logique hum, aussi que au-delà de dire bah, je regarde dans 5 ans ou dans 4 ans ou dans 10 hum, ans, dans 50, quitte à revenir, c'est qu'en ouais, plus, ça va, ça pourrait donner l'impression que ok, j'ai fait mon rapport et puis bah, je passe à autre chose. Alors qu'il y a aussi complètement. enfin, d'expérience, parce qu'on a lancé les travaux véhicules automatisés il y a Hum, 5 ans, et depuis ouais, 5 ans, ça a bougé, mais ça reste encore émergent. Et hum, donc, il y a aussi cette logique de faire vivre, et c'est pour ça que d'ailleurs j'aime bien ton cycle. ouais, hum. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, enfin, en fonction de l'horizon temporel que vous allez choisir, plus vous vous projetez loin, si on reprend le point de vue des futurs, et plus Euh, vous ouvrez le champ des possibles, en quelque sorte. Et donc souvent, si vous voulez faire des démarches un peu créatives, il vaut mieux choisir un horizon temporel plus lointain, parce que tout est possible. Une intervention extraterrestre. Il y a vraiment comme ça on libère beaucoup plus la créativité en se projetant à des horizons temporels très éloignés qu'on ne le fait quand on est à un horizon 4-5 ans. Par contre, si vous êtes à un horizon temporel 2100, la traduction opérationnelle et la capacité à traduire ça dans un plan d'action, etc., elle va être beaucoup plus limitée. Mais en général, si vous faites ce type d'exercice, vous ne le faites pas pour avoir une roadmap très précise, et vous le faites plutôt pour stimuler la créativité de vos équipes R&D, par exemple. Euh, Mais c'est un petit Vous peu êtes... ce qui Ouais, se passe pour le climat. Et là, ouais, c'est moins motivant parce que l'horizon est loin. ouais, Tu réponds en fait un peu à la question de David qui est dans le chat et qui dit en général, ouais, la prospective, à quel horizon de temps doit-elle se projeter? Tu dis, ça ouais. dépend de l'objectif. Exactement, ouais. Et en fonction de l'objectif que vous allez avoir, enfin, ça fait une belle transition d'ailleurs, je pense que c'est la slide d'après, parce que pour nous, il y a plusieurs grands champs d'application où on peut utiliser la prospective. Et du coup, les horizons temporels varient aussi en fonction de ces objectifs. Le premier cas d'utilisation qui nous semble le plus commun en quelque sorte et qui vient immédiatement en tête quand on parle de prospective, ce qu'on appelle la prospective stratégique, c'est
tout ce qui a été fait sur la construction de plans d'action. On évalue en quelque sorte des scénarios possibles et puis on en fait une stratégie d'entreprise, par exemple, pour essayer de naviguer entre ces différents scénarios et de faire advenir plutôt un scénario préférable. C'est ce qui a été fait en France dans les années 60, où il y avait des démarches de prospective qui étaient enclenchées dans le cadre de toute la stratégie de planification et de reconstruction d'après-guerre. Et on avait des objectifs et il s'agissait de se mettre en ordre de bataille pour arriver vers les objectifs qui avaient été identifiés dans le cadre de la prospective. Il y a un deuxième cas d'application qui nous semble intéressant, c'est tout ce qui va plutôt porter sur l'anticipation des risques et la résilience. Là, c'est essayer d'ouvrir le champ des possibles pour essayer de considérer finalement toutes les options qu'on n'aurait pas identifiées et être prêt face à ces potentielles menaces. Donc peut-être le sujet qui vous parle le plus aujourd'hui. Et je vous présenterai l'exemple d'un radar aussi qui permet de considérer ça par la suite. Et un troisième axe qui nous semble aussi intéressant, c'est on va dire le lien entre prospective et innovation. C'est-à-dire, et là on l'a vu dans beaucoup d'entreprises finalement qui font de la recherche et développement, qui essaient en fait d'utiliser la prospective pour amener à stimuler la créativité, essayer d'anticiper les évolutions technologiques, essayer d'avoir comme ça un coup d'avance en fait dans tout le processus d'innovation, de recherche et d'innovation qu'ils vont pouvoir déployer. Et on le voit, il y a c'est un des champs qui est très actif en fait en matière de prospective, c'est ce qu'on appelle la prospective technologique, où vous avez des acteurs qui essaient de regarder comme ça les tendances émergentes, les signaux faibles qui peuvent être identifiés dans le cadre des publications scientifiques ou des brevets technologiques, pour essayer comme ça de bâtir une stratégie de R&D qui va être innovante, d'amener leur... c'est l'Agence spatiale européenne qui avait fait ça au début des années 2000. Ils avaient essayé de cartographier comme ça toutes les projections qu'il y avait dans les littératures de l'imaginaire sur le thème du spatial. Et ils avaient amené en fait leurs ingénieurs et leurs chercheurs à se confronter à ces imaginaires-là pour essayer de réfléchir à alimenter leur stratégie de recherche, explorer de nouveaux champs. Donc là, on était vraiment dans une démarche d'ouverture des chakras et de stimulation en quelque sorte de la créativité. Il y a Et un dans ce dernier champ qui nous... cas-là, Ouais, dans ce cas-là, il faut faire plutôt ça en séminaire. C'est-à-dire que là, si ouais, on veut ouvrir les chakras, il faut que les gens se commencent à se lâcher. Faut, exactement. faut du temps de l'équipe ensemble, quoi. Là aussi, Exactement. selon les objectifs, on ne va pas procéder de la même manière, quoi. Et ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est le message peut-être qui est à garder, c'est que la démarche que vous choisissez, les outils que vous allez choisir dépendent vraiment de l'objectif que vous recherchez. Mm. Alors, ouais, Typiquement, ouais, alors, vas-y, et je te dirai après, mais vas-y. ouais. Non, mais c'est un autre exemple parce que sur le quatrième point, il y a on a tendance à oublier que la prospective, c'est aussi un outil d'influence. C'est-à-dire que c'est pas qu'une capacité finalement à anticiper, à se préparer, etc. C'est aussi une capacité à convaincre les autres que notre projection de l'avenir est la plus pertinente et à les aligner autour de cette projection. Je donne Mais un exemple. ça Ouais, change l'avenir que dans la mesure où on arrive à les convaincre, c'est-à-dire quand on passe à exactement, l'action. exactement. Mais Alors, il y a beaucoup de... Ouais, vas-y. ce que je propose, parce que j'ai un complément et je peux illustrer Vas-y. concrètement sur les véhicules automatisés. Ouais. Il y a deux questions dans le chat et je te propose peut-être d'y répondre. Après, en complément, je compléterai avec une illustration, D'accord. notamment par... Donc, la première question, c'est est-ce que les démarches que tu présentes se rapprochent de celles, par exemple, de Futurible? Ouais. Bah, Futurible, typiquement, ils vont plutôt intervenir sur Euh, donc ils font beaucoup de choses, ils font beaucoup de formations, etc. Ils vont plutôt intervenir sur le volet, on va dire, plus prospective et stratégique, qui est un peu leur cœur de métier, puisqu'ils ont été créés dans les années 60, donc ils ont gardé cet ADN. Et ils font aussi pas mal de prospectives territoriales, par exemple, où là, on est sur de la stratégie de territoire, parce qu'il y a aussi, ça s'applique à dire, des entreprises, des gouvernements, mais ça s'applique aussi à des territoires, hein, voire même à des associations. On a des exemples de collectifs de citoyens qui se saisissent de la prospective pour se réapproprier leur territoire et retrouver de la capacité d'agir aussi sur leur territoire. Et là, Hum, merci. Donc après c'est la question de Mathieu, il y a la question de hum, Benoît. Comment ces nouvelles méthodes de prospective sont prises en compte par les métiers de l'assurance? Donc, je te propose de répondre et puis hum, après, hum, peut-être avec un éclairage, mais en toute modestie, hum. juste pour illustrer Ouais.
Oui, parce que sur les métiers de l'assurance, moi, je suis peut-être pas enfin, j'ai une vision qui est très restreinte finalement de la manière dont les acteurs de l'assurance s'en saisissent. Mais ce qu'on voit, nous, c'est qu'il y a quand même, il y a à la fois une démarche qui va être plutôt sur la prospective créative pour réfléchir à des grandes évolutions sociétales. Typiquement, je parle l'évolution du rap à mort, l'évolution des questions de genre, une utilisation qui va être plutôt stratégique sur la manière dont on peut faire face aux contraintes qui sont les nôtres, notamment en matière de réchauffement climatique ou il y avait l'exemple de la rénovation énergétique que je mentionnais précédemment, des exemples en matière de prévention aussi et là, pour essayer de faire preuve d'innovation finalement, d'essayer d'aller construire des nouveaux produits assurantiels presque autour de ces contraintes-là, en essayant d'imaginer un rôle assez novateur pour l'assurance face à l'accompagnement de ces grandes mutations, que ce soit toute la question sur on va dire, l'assurabilité des territoires, parce que qui est une sacrée question face au réchauffement climatique ou l'accompagnement des modes de vie, des mutations de mode de vie. Donc je dirais qu'il y a ces deux approches-là finalement qu'on a notées, mais c'est vraiment de notre fenêtre, quoi. On n'a pas mené une enquête générale sur le sujet, quoi. Ouais, Et puis, ouais, pardon. non, il y a un dernier axe aussi qui relève de l'influence, qui renvoie à tout ce que fait AXA, qui est très actif en fait sur ces sujets de prospective, qui publie un rapport de prospective annuel, et qui a aussi une logique quand même d'influence sur l'écosystème et on va dire, promotion de son image. Donc il y a quand même des axes d'intervention qui sont assez variés, quoi. Alors, ouais, alors, typiquement, il y a aussi les travaux de cartographie, faire un pub pour la commission ERM, Mm. Ouais. cartographie des risques qu'évoquait Florence. Juste pour vous illustrer que ce n'est pas la stratégie, la prospective peut s'appliquer à tous les étages pour un domaine. Pourquoi? On parlait d'assurance. En 2017, la Massif a commencé à regarder les véhicules automatisés. Alors, le premier axe, c'est je suis assureur, qu'est-ce que ça va changer? C'est des nouveaux risques, parce que jusqu'à présent, c'est des risques individuels, sauf que si j'ai un bug sur 1000 robotaxis, j'ai un risque sériel. Et en plus, à l'époque, en termes de disruption, il y a Elon Musk qui dit, il n'y a plus besoin d'assureur, passez par moi, je vais négocier les contrats, au revoir. Donc ça touche le modèle assurantiel de risque, etc. Donc c'est déjà qu'est-ce qu'on fait? Il y avait deux solutions, c'est-à-dire de toute façon, on a le temps que ça arrive, on verra bien le moment venu, on saisira l'objet. Ou bien, notamment parce que on est leader sur la mobilité, on va prendre ce sujet, mais ce n'est pas un acteur tout seul qui va arriver. Et donc, on anticipe les risques, ce que je viens de dire, la résilience, la prospective. Et on peut essayer aussi, touche la logique d'influence, se dire, est-ce qu'on a envie de prendre le modèle, entre guillemets, américano-chinois, asiatique dominant, qui est les robotaxis? Du genre, bah, ou Elon Musk, robotaxi qui sont dans Paris, qui est robot zombie parce qu'ils cherchent des clients. Mm. Euh, c'est peut-être pas ça qu'on cherche. En France, 85% des personnes en milieu rural et périurbain n'ont pas le choix de leur mode de transport, c'est la voiture ou la mort. Et donc, quelque part, il y a peut-être un modèle de navette automatisée partagée. Et donc, mais ce n'est pas un acteur tout seul, et ça rejoint aussi la logique que tu parles d'écosystème ou de parties prenantes. Mm. Travaille au sein de Moving On avec opérateur de mobilité Betty, constructeur de navettes Navia, Vinci, SNCF, Microsoft, Orange, parce que c'est à plusieurs qu'on y arrive. Donc, vous pouvez aussi vers votre stratégie, votre prospective en interne ou même en écosystème. Et donc, après avoir fait cette stratégie, cette anticipation des risques d'innovation, on cherche chaque année à apporter des nouveaux outils pour, par exemple, les élus locaux qui sont en première ligue quand il s'agit de savoir les problèmes des concitoyens, en dernière ligue quand il s'agit de savoir qu'est-ce que je fais avec cet objet. Et donc, typiquement, on a fait la première enquête mondiale sur les élus locaux en termes d'acceptabilité. On a fait un indice de préparation des territoires. Ça rejoint aussi ce que tu disais sur les indicateurs de pilotage. Est-ce que quitte à créer soi-même un nouvel indicateur? Mm. Derrière, cette année, on est en train d'utiliser l'IA sur des assistants pour pouvoir accéder à l'information. Et quelque part, on influence l'écosystème de la mobilité partagée en France et des propositions se retrouvent dans la stratégie nationale. Donc, c'est juste pour illustrer, pour vous dire que ne prenez pas ça comme juste des boîtes, ok, j'ai fait cette boîte outils, puis je passe à autre chose. Mm. Vous pouvez vraiment, sur une thématique donnée,
ça peut être la mobilité, ça peut être la Mm. démographie, ça peut être le climat, se dire en quoi, dès le départ, alors ça peut être bien sûr un tout petit sujet qui va nourrir votre travail, ou bien au Mm. contraire, quelque chose qui peut se décliner à tous les étages. Mm. C'est un point qui est très intéressant parce que là, l'exemple, je trouve, il est très parlant. Il y a une conviction qui émerge finalement assez tôt et qui se traduit pas encore par une forme d'orientation politique. Finalement, c'est le travail de prospective, le travail en collaboratif, etc., qui va permettre de transformer cette conviction en une idée que on va dire, c'est l'avenir désirable qu'on doit poursuivre plutôt que celui d'un autre. Et donc, il y a une capacité comme ça à faire évoluer le modèle. Il y a un autre exemple aussi que je mentionne souvent, moi, c'est le cas de l'ADEME qui a fait des scénarios comme ça de transition écologique et qui constitue aussi un référentiel pour les stratégies des acteurs privés notamment, qui élaborent beaucoup leurs stratégies de transition et d'adaptation au réchauffement climatique à l'aune de ces scénarios fournis par l'ADEME. Et finalement, là, vous avez un exemple qui est aussi assez concret, c'est que l'ADEME sort 4 scénarios et ces 4 scénarios vont jouer un rôle de référence pour le reste de l'écosystème et donc vont avoir une capacité comme ça à orienter les différentes stratégies des acteurs pour avoir ces éléments-là. Donc ça vous montre aussi l'importance aussi de ces travaux de prospective dans l'animation de votre écosystème de parties prenantes et dans la capacité finalement à partager des convictions et à anticiper. Alors je vais passer rapidement aux outils parce que je vois que le Et je temps file. rebondis Sauf juste ça. un Ouais. truc, excuse-moi, c'est Vas-y, la vas-y. cartographie, tu vas peut-être en parler, la cartographie Ouais. des controverses. Pourquoi Ouais. justement, c'est aussi de mesurer quels sont à la fois peut-être votre futur désirable, Mm. mais aussi les oppositions, parce qu'il n'y a pas Ouais. un nombre binaire, c'est tout c'est ou tout ça. Mm. Et ça vous permet aussi de mieux comprendre l'ensemble des problèmes, enfin en tout cas une bonne partie des Mm. problématiques de l'espace, quitte ensuite à choisir. Ouais. Mm. Il y a un Jean, autre élément aussi. Oui, pardon. non, Vas-y, Florence. non, juste une petite question, mais faut peut-être pas y répondre. Tu as dit, euh, tu as dit là tout à l'heure que les scénarios de la dame, c'était de la prospective. Mm. C'en est? Oui, Oui, c'en oui. est parce que finalement, il reste dans un cadre climatique et il montre les différentes évolutions de la société en fonction des actions qu'on prend. Donc, on n'est pas dans la projection changement climatique, mais dans les scénarios de réponse en fait de la société face à ces scénarios, face à cette trajectoire climatique. Mais enfin, je trouve que c'est intéressant Ouais. d'identifier ce qui existe, et c'est très présent, Mm. de l'identifier comme de la prospective. C'était une Ouais. remarque en passant, hein. Excellent. Excuse-moi, Ah j'ai non, je comprends. interrompu, excuse-moi. Pas de souci. Et peut-être pour passer rapidement aux outils, pour vous montrer un petit peu quoi ça peut ressembler, parce que le temps file. Ce qui me semblait aussi intéressant, c'est que la prospective rapidement, mais ça permet aussi de lutter contre nos biais. Parce que parfois, on a plein de biais inconscients et des réflexes de projection, et ça permet de venir challenger un petit peu nos perceptions, mais ça, je pense que vous l'avez déjà compris. Alors, rapidement sur les outils, c'est un exemple finalement de radar de tendance. Et le radar de tendance, c'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir une lecture un petit peu prospective de votre environnement. Et on voit des entreprises, des organisations qui s'en dotent, où l'idée est d'avoir comme ça, vous avez votre travail de veille, et ça vous permet en fait de donner du sens à ce travail de veille, et de positionner en fait les différents éléments qui vont sortir de votre veille pour les positionner et évaluer leur impact potentiel par rapport à votre stratégie, par exemple. Donc c'est un exemple, mais ça peut être un mécanisme comme ça, qui est un outil de prospectif qui est finalement assez simple, mais qui va vous permettre de réfléchir et d'avoir une lecture finalement un petit peu prospective de votre veille et de positionner les événements par rapport à l'élément sur lequel vous voulez, d'impact sur lequel vous voulez réfléchir. Mais tu réponds un Ouais, peu à la question de David. Je oui, pense qu'une bonne prospective ne doit pas seulement donner un futur possible, mais aussi bien détailler les étapes intermédiaires pour y parvenir. Alors, c'est pas tout à fait la réponse, ce que tu as dit, mais en fait, tu parles de exact. ce radar que tu dois faire de façon régulière, Mm, dans- qui t'aide à trouver ce chemin des étapes intermédiaires qui sont peut-être pas définis dès le début, mais qui sont élaborés mm,
au fil du temps, non? Ouais. Mais là, c'est plus sur ce radar, on est plutôt, je dirais, dans l'anticipation un peu des risques et Mhm. dans la capacité à lire l'environnement. C'est souvent la construction de ce radar, il débouche à la suite de ce qu'on appelle une démarche d'horizon scanning. Donc, c'est une démarche structurée en fait d'analyse de l'environnement pour essayer de regarder un peu ce qui bouge, quels sont les acteurs qui bougent, quels sont les points qui peuvent être concordants avec une stratégie, ceux qui peuvent être divergents. Sur la construction on va dire d'un chemin d'action, il y a d'autres méthodologies qui existent, qu'on utilise plutôt dans le cadre d'ateliers stratégiques, où il s'agit où le travail consiste en fait à essayer de mesurer l'écart qu'il va y avoir en fait entre une situation présente et l'horizon désirable qu'on s'est fixé. Et donc, le travail de prospective, en fait, va amener un groupe d'acteurs à essayer. Il va y avoir plusieurs étapes, mais on va déjà se mettre d'accord sur l'horizon désirable, ce qui est déjà un sacré travail. Parce que je peux vous dire qu'il y a il y a des visions qui sont parfois assez radicalement divergentes. Et donc, il y a ce processus, finalement, de travail sur l'horizon désirable. Il y a un deuxième temps qui va porter sur le travail de diagnostic du présent. Et là, pareil, en général, on n'est pas tout à fait d'accord sur la phase de diagnostic. Et le dernier temps, en fait, va être une forme euh, d'essayer de mesurer les écarts qu'il y a entre cette situation présente et cet horizon désirable pour essayer d'aller identifier des tendances qui vont être émergentes, sur lesquelles on va peut-être pouvoir s'appuyer, des pratiques qu'on va devoir faire décroître, des actions qu'on va devoir mettre en place, des blocages qu'on va devoir lever. Et on va comme ça réfléchir finalement à la manière, en fait, d'organiser le processus de transition entre le diagnostic présent et l'horizon désirable. Et donc ça, c'est une méthodologie qui marche assez bien, qu'on appelle la méthodologie des trois horizons, qui a été développée assez récemment aux États-Unis par Bill Sharp, et qui présente en fait l'intérêt d'être assez simple à mettre en place, mais qui permet directement en fait d'aller vers ces chemins d'action. On n'est pas tant dans les matrices de scénarios qu'on utilise habituellement. Vous savez, on croise des variables, on envisage différents scénarios. Mais là, on est plutôt dans une approche qui va être plutôt performative, où on va se dire, on va essayer de se mettre d'accord sur l'horizon désirable et d'essayer de réfléchir en fait à la manière dont on va pouvoir y parvenir. Une démarche qui s'en rapproche, c'est ce qu'on appelle les démarches de backcasting finalement, où vous prenez un événement futur et où vous réfléchissez à toute la chaîne de conséquences qui a pu amener à l'événement en fait de cet événement futur. Et donc qui vous permet de recréer comme ça des chaînes causales et donc potentiellement d'identifier des chemins d'action. Et je rebondis pour faire un peu de Ouais. pub sur les travaux de Mm. Maud Thomas, Fabien Febvre et autres sur la causalité, parce que vous pouvez aussi Mm. modéliser des éléments avec ça. Ouais. Oui, il y a un Et lien je voulais- très fort avec la causalité, hein. ouais. Ouais, c'est un sujet aussi, qui est particulièrement épuisant. Bon, je vous ai présenté aussi les dispositifs collaboratifs, mais on en a déjà peut-être beaucoup parlé, mais où l'intérêt, c'est quand même de faire converger les différents acteurs et où la démarche en fait, de prospective va être une démarche d'animation d'un collectif pour arriver à une forme de consensus et aligner en fait chacun autour d'une vision de l'avenir, en tout cas qui peut être intéressante. Et ça, c'est des démarches qu'on retrouve parfois dans les entreprises, mais qu'on retrouve aussi beaucoup à l'échelon local. Vous avez toutes les démarches de prospective qui sont mises en place à des échelons territoriaux pour définir les projets de territoire, définir les schémas de cohérence territoriale, définir les stratégies régionales, où là, vous avez où l'intérêt de la démarche n'est pas tant finalement le résultat, on va dire le projet de territoire, que la démarche qui a été entreprise avec tous les acteurs du territoire, que ce soit les entreprises, les partenaires sociaux, les citoyens, les élus, pour les amener à converger dans la vision du territoire qui souhaitent voir advenir demain. Et qui dit convergence en fait sur les visions, dit ensuite convergence aussi sur les actions. C'est une démarche qui
qui est vraiment très ancré territorialement et qui était aussi très ancré dans la structure de planification à la française dans les années 60. Parce que contrairement à la planification soviétique où vous aviez le Gosplan, les objectifs et tout, la planification française, c'était une planification libérale où on mettait les acteurs autour de la table pour s'accorder sur les objectifs et les moyens d'y parvenir. Et où finalement le dispositif de planification et de prospective servait à aligner l'ensemble des parties prenantes, donc leur stratégie d'action, autour d'un objectif partagé. Et donc, c'est un truc qu'on a un peu perdu autour des démarches de planification. Ouais. C'est pas ce que fait le Haut Commissariat à la stratégie et au plan, là. Si, alors, pas tout, c'est plutôt ce que fait le SGPE, qui était le. Alors, j'ai plus en mémoire toutes les dernières évolutions institutionnelles, mais il est le secrétariat général à la planification écologique et qui reprenait cette logique de filière sur les démarches de transition. Mm. Le Haut Commissariat au plan était un peu plus évanescent. Moi, je vois Voilà, une C'est là, ils ne très. sont pas Voilà. évanescent, hein. Mais Ils là, nous ils sont, oui, proposent je crois qu'ils ont un été fusionnés scénario d'ailleurs. 3 où on éjecte les assureurs du risque Voilà. climat. C'est quand même. Là, ils y vont fort, les Il y a gars. un autre, Pas les il y a un filles. autre- il y a un autre Ouais. intérêt des démarches locales, c'est ce que nous Ouais. dit Sébastien Lagorce de la Croix-Rouge, en disant, Ouais. bah, en train de dire, imaginons qu'il n'y ait plus d'énergie, on n'ait plus d'essence pour servir Ouais. nos bénéficiaires, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, bah, c'est pas Ouais. grave parce que nous, à un moment donné, dans notre coin, on a un lot de vélos qui aujourd'hui Ouais. servent pour des questions Ouais. d'optimisation à déplacer. Ouais. Et donc ça, ils n'y avaient pas pensé au niveau national. Alors, ça Ouais. ne veut pas dire que... Donc l'idée, c'est trouver, bien sûr, il y a des solutions au niveau, quand je dis national, Ouais. au plus haut niveau et des solutions au plus bas niveau. Mais l'intérêt Ouais. aussi d'associer des solutions locales, c'est que ça peut vous permettre de trouver des réponses à généraliser Ouais. auxquelles on n'a pas pensé. Ouais, complètement. C'est tout l'intérêt aussi de se plonger dans le terrain et de voir aussi la prospective comme un dispositif aussi qui va pouvoir permettre de faire remonter des données, des idées un peu des différents acteurs. Et puis le dernier exemple que je voulais vous partager, parce que je me suis dit que ça faisait écho aussi peut-être à certains de vos travaux, c'est tous les travaux en matière de prospective technologique. Et nous, c'est des sujets qu'on trouve assez passionnants parce que, où pour le coup, on revient en fait sur une approche assez pure de traitement de la donnée, en quelque sorte. Je caricature un peu parce que c'est pas tout à fait le cas, mais où l'idée, ça va être d'essayer d'identifier euh, dans des documents qui sont des articles scientifiques et des brevets technologiques, des évolutions technologiques, des signaux faibles qui peuvent annoncer certains changements de marché ou certaines ruptures technologiques ou certaines opportunités. Et Ça, c'est ce qui me sûr que semble... les signaux Ouais, faibles, il faut être aidé pour les trouver, parce que par biais, on les voit pas. On sent comme signaux faibles des choses qui sont déjà présentes. Euh, exactement. Ouais. ouais, ouais, ouais. On a Et besoin c'est un d'être sujet, aidé. Ouais. ça, c'est un sujet clé parce qu'en fait, nous, on l'a sur les démarches de prospective technologique. On travaille à partir d'une énorme base de données textuelles, finalement, sur laquelle on doit donner du sens. Et on se retrouve avec des courbes comme ça, sur des composants techno, sur des innovations, sur des choses comme ça. Et donc, on a toute et c'est un truc qui est assez poussé, finalement, dans les démarches de prospective technologique, sur comment est-ce qu'on donne du sens à ces courbes d'apparition? Et à quel moment on est plutôt sur une tendance, à quel moment on est sur un signal faible, mais peut-être que le signal faible va rien donner, ou est-ce qu'il va à un moment donné se transformer en tendance? Et donc il y a pas mal de réflexions justement autour du traitement des brevets technologiques sur, en fonction du nombre d'occurrences, ce que ça dit en fait de la technologie en question, son niveau d'évolution, et de ce qu'on peut en attendre dans une logique marché. Et c'est assez intéressant parce que là, ça montre qu'en fait, on revient sur une approche un peu pure donnée dans la démarche de prospective. Mais il faut pas oublier que même une fois qu'on a fait cette démarche-là, les résultats sont interprétables et vous avez tout un champ d'interprétation qui va être possible. Vous n'allez pas avoir une vision objective finalement de l'évolution d'un champ technologique ou d'une donnée sur un donné. Enfin, mais vous allez avoir besoin aussi d'un processus de mise en discussion, d'itération, d'échange avec les équipes de R&D, avec les équipes chargées de la commercialisation pour se mettre d'accord finalement sur quelles sont les tendances qui vont être le plus impactantes pour l'organisation. Et donc vous avez quand même aussi ce travail humain finalement de traduction et d'interprétation des résultats que l'analyse de données pures ne remplace pas, quoi, en quelque sorte. Très bien. Ben, il est Ouais. 19h10. Est-ce qu'il y Mm. a
Je crois qu'on a répondu aux questions du chat. Nicolas, tu as une dernière question Finalement, ou... j'en ai plein, mais donc moi, ce que j'aimerais bien entendre, c'est le mot de la fin d'Antoine et le tien. Ah. Alors, Antoine, le mot de la fin. Le mot de la fin, bah, déjà pour vous remercier pour votre attention et puis pour l'échange qu'on a eu, parce qu'à chaque fois qu'on échange, c'est enrichissant, on apprend plein de choses, etc. Et puis peut-être s'il y a une chose à garder en tête, c'est que euh, je trouve que c'est on va dire cette importance d'associer en fait de penser en fait la prospective comme un dispositif d'échange avec les parties prenantes et vraiment euh, de, de, de montrer que c'est dans l'échange, dans l'interaction, dans la mise en discussion de données qui peuvent paraître objectives mais qui sont interprétables d'une autre manière, qu'on va avoir une vraie richesse en fait dans la démarche de prospective et qu'on peut avoir aussi une influence qui est importante, quoi. Et surtout de pas oublier faire de la prospective pour faire de la prospective, ça n'a pas d'intérêt. Il faut mettre la démarche de prospective au service des objectifs que La vous souhaitez atteindre. prospective pour agir. Pas pour agir, pour influencer, pour élargir ses chakras, pour se faire plaisir parfois. Fédérer, Voilà, un bel mais, outil. Ben, il nous reste exactement. à te remercier, Antoine, n'est-ce pas, Nicolas? On te remercie vivement. Et Merci à puis, vous. bah, pour la suite, pour des aventures, de nouvelles aventures tournées vers l'assurance, puisque nous, on est quand même, on est tourné vers la finance, l'assurance. Et donc, il y a beaucoup de choses à tirer de ces outils et de cette méthodologie. Merci beaucoup. Bonne Merci à soirée tous. à tous. Au revoir. Bonne soirée.